Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est une grande joie d'être là avec vous. Ça fait un peu plus d'un an que je réfléchis à comment préparer, présenter ce cours et essayer d'exposer ce qui est pour moi l'expérience philosophique, comment la philosophie m'éclaire, m'enchante au quotidien. Et ce soir, j'ai pensé répondre à 5 questions qui me semblent vraiment au cœur de comment pour moi la méditation, la philosophie change tout. De quoi mes problèmes sont le nom? C'est la première question qu'on va traiter. De quoi mes problèmes sont le nom? C'est-à-dire mes problèmes, les difficultés que j'ai dans l'existence. De quoi, qu'est-ce qu'elles veulent dire au fond? Et vous verrez que ma thèse, c'est que nos vrais problèmes ont une source philosophique qui n'étant pas reconnue, nous ne réussissons pas à trouver la paix que nous cherchons. La deuxième question, c'est comment ne pas être intimidé et oser poser des questions. Parce que c'est ça la philosophie, c'est poser des questions, et on verra pourquoi et comment. Puis la troisième question que je voudrais qu'on explore ensemble, c'est ce que l'on me dit, ce que l'on me demande, la manière dont on me parle. Est-ce que ça s'adresse vraiment à moi? Est-ce qu'aussi, au fond, une des souffrances que j'ai, c'est que je n'ai pas une parole qui s'adresse à moi? Et est-ce que la philosophie, ce n'est pas d'abord une question qui s'adresse à qui je suis? Et nous verrons ça aussi. Quatrièmement, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? On verra aussi pourquoi il n'y a que la philosophie qui répond à la question. Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Et enfin, quel est ce désir qui m'habite? Comment je peux le reconnaître? Et pourquoi la philosophie, c'est d'abord l'écoute du désir, même si j'imagine que là, comme ça, vous vous demandez, mais quel rapport entre la philosophie et le désir? Mais vous allez voir, la philosophie est née d'une interrogation sur le désir. Donc ça, c'est les questions que nous allons voir ce soir, pour essayer d'entrer un peu dans ce qu'est la philosophie. À la fois, la philosophie, on sait ce que c'est, et à la fois, ça nous questionne tout le temps. La philosophie est une source d'interrogation constante, pour des raisons très profondes. Mais peut-être, je me suis dit, pour commencer, peut-être qu'il serait bien que je vous dise, au fond, pourquoi, moi, je passe mon temps à lire des textes de philosophie. Pourquoi? Et les gens ont l'impression, comme ça, c'est pour apprendre des choses, ou pour être plus savant. Alors ce soir, j'ai décidé de vous vendre la mèche, de vous dire, au fond, le secret. Eh bien, le secret, la raison pourquoi je fais de la philosophie, c'est que chaque fois que je lis un grand texte de philosophie, c'est comme si le texte me disait « Eh, Fabrice, là, t'as trop compliqué les choses. Je t'invite à revenir à quelque chose de plus simple. » Alors évidemment, c'est un peu surprenant comme ça, parce qu'on a l'impression que la philosophie, c'est très compliqué. Mais j'espère, ce soir, et si vous avez envie dans le cours qui va commencer la semaine prochaine, j'espère réussir à vous montrer qu'en fait, tous les philosophes sont là pour essayer de nous montrer que nous sommes trop compliqués, que nous sommes installés confortablement dans quelque chose d'abstrait et de compliqué, et qu'il est temps de se réveiller. Alors j'ai souvent raconté, si vous me connaissez, vous connaissez déjà un peu cette anecdote, mais moi j'ai fait des études de philosophie, et puis j'ai eu un coup de foudre pour un prof de philosophie qui est absolument extraordinaire, dont je vous en parlerai tout à l'heure. Et dans son cours, je suis allé 7 ans comme auditeur libre. Et régulièrement, je me disais, mais je vais arrêter d'y aller. Parce que vraiment, j'ai d'autres choses à faire, il faut que je trouve un métier, il faut que je m'installe dans la vie. Et chaque fois que chaque fois que je me disais ça, j'allais à un cours, il posait une question, et ma réponse était toujours plus compliquée que celle qu'il proposait. Et je voyais qu'au fond, je manquais de simplicité. Et je crois que c'est ça, la philosophie. Donc la philosophie, c'est revenir à quelque chose de simple. Kant, le grand philosophe allemand, un des plus grands philosophes de l'histoire de l'Occident, pour présenter la philosophie, disait assez simple, la philosophie, ça répond à 4 questions. Que puis-je connaître? Que puis-je faire? Enfin, excusez-moi, que dois-je faire? Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer?
Qu'est-ce que l'homme? C'est impressionnant, non? Première question, que puis-je connaître? Ça, c'est la question de la métaphysique. Quelle est la limite de ma connaissance en tant qu'homme? Est-ce que je peux tout connaître? Est-ce que je ne suis pas limité dans ma connaissance? Comment apprendre à connaître? Comment connaître en sortant des évidences, en sortant de toute forme de dogmatisme? Comment oser questionner? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que dois-je faire? Donc ça, c'est vraiment la question de la morale. Et la philosophie, pour une part, c'est la question de la morale, la question de l'éthique. Comment agir? Comment bien agir? La troisième question, c'est que m'est-il permis d'espérer? Donc ça a à voir avec ce dont parle la religion, comment la philosophie permet d'interroger ce que dit la religion et nous permet d'orienter une possibilité d'existence. Donc, que m'est-il permis d'espérer? Puis la dernière, qu'est-ce que l'homme? Et au fond, Kant nous dit que toutes les trois premières questions sont résolues dans celle-ci. Qu'est-ce que l'homme? Et vous allez voir comme quoi cette question, qui a l'air peut-être au début un tout petit peu abstraite, est en réalité extrêmement concrète, et que c'est nos idées et nos pensées qui ont l'air concrètes qui sont abstraites. Voilà, disons, ce que nous propose la philosophie. Alors on va parler de la première question, maintenant que je vous ai dit un peu, un peu ce qu'est le socle de la philosophie. Donc la philosophie, c'est revenir à quelque chose de plus simple, comme ces questions que propose Kant, revenir à cette question toute simple, déconcertante, mais qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Alors la première question dont je voulais parler ce soir, c'est de quoi mes problèmes sont le nom? On a plein de difficultés. On a des peurs, des angoisses, des soucis, des inquiétudes. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Comment changer ma relation de couple, ma relation à mes parents, ma relation à mes enfants? Comment trouver ma place dans le monde? Comment me transformer? Comment être en paix? Comment être heureux? Et peut-être que toutes ces questions, on a tendance aujourd'hui à les penser d'un point de vue, je ne sais pas comment dire, peut-être on pourrait dire, on a tendance à les penser d'un point de vue psychologique, comme si peut-être c'est parce que j'ai une névrose, ou j'ai un manque, ou j'ai une déficience. Et la philosophie nous dit, la proposition de la philosophie, c'est que nos problèmes viennent d'une aspiration métaphysique au cœur de chacun d'entre nous qui est non reconnue. Nous avons une aspiration philosophique qui n'a pas été reconnue. Ce n'est pas une déficience qui est en nous. Je ne me sens pas bien, ce n'est pas que j'ai un problème, mais c'est qu'il y a quelque chose qui m'habite. Je suis porté par quelque chose, j'ai une aspiration, je sens quelque chose, et toute la philosophie parle de ça. Il y a quelque chose je sens qu'il y a quelque chose qui me manque, je sens quelque chose à quoi j'aspire. Et c'est profondément philosophique, c'est profondément métaphysique. Alors, il y a plein de manières de comprendre de quoi mes problèmes sont le nom. La première chose, c'est que mes souffrances ne sont pas uniquement liées à mon histoire, mais mes souffrances sont liées à la situation historique. Par exemple, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes ce qu'on dit, j'aime pas du tout le terme, parce que je trouve qu'il est très flou, mais on dit qu'on est stressé, on est tendu, on est à la limite du burn-out, on est à la mesure de l'épuisement. Est-ce que cette souffrance, est liée à un problème psychologique ou est-ce que c'est un problème philosophique? Si vous connaissez mon travail, comment j'écris Foutez-vous la paix, je ne cesse de montrer, mais attention, ce n'est pas un problème psychologique. Personne ne fait un burn-out parce qu'il a une déficience. On fait un burn-out parce qu'on veut trop bien faire, parce qu'on a intégré les normes sociales de notre temps. Et donc, nos maladies sont des maladies qui viennent, pour une grande part, de la situation sociale historique de notre temps. La violence du capitalisme, la violence du nihilisme, la violence du patriarcat. Et la philosophie essaye de repérer ça et de dire « Ah, attention, vous croyez que vous allez mal parce que vous avez un problème, mais est-ce que ça n'est pas un problème philosophique au sens que c'est un problème social, général ?» Et c'est évidemment la philosophie qui arrive à voir ça. Donc ça, c'est le premier point. Mes problèmes ne sont pas uniquement liés à mon histoire, mais sont liés à une situation sociale, politique, historique, idéologique, il faudrait dire en fait, que la philosophie permet de penser, de repérer, voilà, quelle est l'idéologie de notre temps, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce qu'elle implique,
comment elle nous bouffe la vie. Deuxième point, mes problèmes sont, comme je le disais, liés d'un questionnement métaphysique non reconnu. On a un souci de bonté, on a un souci de vérité, on a un souci de justice. Et c'est ça le désir métaphysique, parce que ça peut un peu sembler grandiose comme ça, comme terme, désir métaphysique. Mais au fond de nous, est-ce qu'on n'a pas un désir de bonté, un désir de beauté, un désir de justice, un désir de vérité? Est-ce qu'on peut vraiment aller bien en passant outre cette aspiration? Alors moi, je me souviens que quand j'étais enfant, je brûlais de ce questionnement. Et quand je vois les enfants vers 5, 6 ans, 7 ans, je suis frappé. Ils ont plein de questions. Ils sont philosophes. Et c'est après, plutôt, quand les gens vieillissent, qu'ils ont l'impression que c'est compliqué la philosophie. Mais quand on voit des enfants, les enfants, ils n'ont aucun problème à poser des questions les plus abyssales. Pourquoi je suis sur Terre? Et pourquoi les gens meurent? Qu'est-ce que ça veut dire d'être là? Enfin, c'est complètement dingue. L'enfance est l'âge d'une interrogation métaphysique originelle. Je ne connais aucun enfant qui, à un moment, ne pose pas ces questions. Et après, ça s'estompe. Après, on croit qu'on n'a pas le droit. Après, on croit que c'est pas... Mais en fait, comme on ne reconnaît pas, on ne donne pas droit à ces questions, il y a quelque chose qui fait qu'on va mal. Voilà, c'est l'interrogation sur le fait d'être là. C'est tellement énigmatique. Je suis là. Vous êtes là. Chacun d'entre vous, en m'écoutant, vous êtes là. Au fond, la philosophie, ça vient juste de cet étonnement. Tiens, on est là. Ce sera le premier cours, la semaine prochaine. On va parler beaucoup de l'étonnement. La philosophie naît d'un étonnement. Tiens, c'est étrange, on est là. Mais c'est complètement étrange. Dingue. On est là. Et c'est ça, l'enfant pose des questions parce qu'il est au cœur de cette énigme, mais nous, on a tendance, ça compte pas. On va juste gérer. Bon, allez, on va gérer. Et au fond, peut-être que nos souffrances, nos malheurs, nos détresses, notre sentiment d'insuffisance viennent du fait qu'on ne se donne plus le droit d'écouter cette interrogation. Et c'était ça la philosophie pour moi. Quand j'étais enfant, j'avais cette interrogation. Quand j'ai eu mon cours de philo en terminale, j'avais un prof qui était animé, qui nous parlait, dit « Ah, enfin, on parle de la vraie vie !» Donc je me suis inscrit à la Sorbonne. Alors là, déception et catastrophe. Je me suis emmerdé, j'ai l'impression que mes profs m'apprenaient la philosophie comme ils m'apprendraient la culture des bananes en Afrique de l'Ouest, ça ne les concernait absolument pas. On apprenait à faire des Legos, alors voilà, quand il dit ça et ça, on fait la dissertation, on défait, on recommence, une nouvelle question, je n'avais aucun rapport avec mon existence, donc je devenais de plus en plus pâle, heureusement que vous ne m'avez pas connu à cette époque-là, j'étais de plus en plus désespéré, je me disais, est-ce que c'est foutu? Est-ce que la philosophie n'a plus aucun rapport à ces questions qu'on avait quand on était enfant? Puis j'ai rencontré le prof qui est devenu la personne qui m'a le plus formé, qui était professeur en classe de Cagnes, moi je ne connaissais pas du tout, j'étais son auditeur libre pendant 7 ans, et là ça a été exaltant. Et là j'ai compris que la philosophie, ce n'est pas un savoir abstrait, ce n'est pas une sagesse convenue, c'est entrer dans la vie. Et je le redis parce que c'est ça que je vous propose. Et je comprends que d'autres gens n'aient pas du tout cette approche-là. La plupart des philosophes n'ont pas du tout cette approche-là. Beaucoup de philosophes ont l'impression que la philosophie, c'est un savoir théorique, abstrait sur le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais je peux comprendre. Il y en a beaucoup d'autres pour qui la philosophie, c'est une forme de sagesse, de bien-être, pour essayer d'aller bien. Alors moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et pour moi, la philosophie, ce n'est pas un savoir de plus. C'est une interrogation fondamentale. C'est autre chose que le savoir. C'est une manière d'interroger notre existence. Et à mon avis, c'est ça la vraie sagesse. C'est non pas les faux biens, des illusions, mais quelque chose qui interroge notre condition. Voilà, ça me semble... Alors, on peut faire un petit exercice, là. Vous êtes prêts à faire un petit exercice? On va faire un petit exercice. Par exemple, est-ce qu'on peut... Je vous propose, pour comprendre ce que je dis, pour répondre à cette première question, pour entrer dans l'expérience philosophique, comme je l'entends, je vous propose de faire une expérience très simple. Est-ce que vous pouvez faire la distinction entre d'un côté, voilà, de ce côté-là, dans votre main gauche, vous mettez votre identité sociale. Voilà. Quelle est votre identité sociale? Quel est votre métier? Comment on vous voit? Combien vous gagnez d'argent? Puis vous mettez dedans votre identité sexuelle. Puis après, vous mettez votre identité psychologique. Quelle est votre psychologie? Voilà.
deux caractères, deux qualités que vous avez. D'accord, ça c'est bien. Et puis, dans la main de droite, nous allons faire l'interrogation philosophique. Et dans cette main, on va essayer d'aller en amont de toutes ces distinctions. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, là, pour vous? Juste une question. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément la réponse. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous mettez dans cette main la question « Qu'est-ce que signifie être un être humain pour moi ?» Qu'est-ce que ça veut dire être un individu, une singularité, une entièreté? Parce que voilà, être un être humain, c'est-à-dire être quelqu'un d'absolument unique, d'être absolument singulier. Voilà. Vous avez ces deux mains. Voilà. La première, c'est comme ça qu'on parle dans notre monde. Et la deuxième, c'est ça que la philosophie nous propose de dire. Elle nous dit, mais non, tu n'es pas seulement ton identité, ta sexualité, combien tu gagnes d'argent, ton métier, tout ça c'est bien, mais être un être humain. Voilà. Est-ce que vous avez senti la différence? Et même, peut-être vous pouvez fermer les yeux, quand vous êtes que dans la main gauche, comment vous vous sentez? Voilà, je suis comme ça, je suis comme ceci, je suis comme cela. Et l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis juste un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire être un individu, être singulier, être unique, entier? Il faut laisser résonner, il faut laisser que ça prenne sa place, ça. Évidemment, l'un, c'est figé, c'est fixé. L'autre, c'est complètement ouvert. Il n'y a pas de réponse. C'est très important. On dit que la philosophie, c'est pas avoir des réponses, c'est avoir des questions. On voit bien là, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de réponse, mais il y a un questionnement. Et la philosophie va encore plus loin, parce qu'elle se demande... Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un être humain pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'un être humain, ça veut dire juste quelqu'un qui jouit au maximum, quelqu'un qui a le plus de pouvoir, quelqu'un qui écrase les autres? Qu'est-ce que, vous voyez, il y a toujours quelque chose de non explicité, mais derrière la plupart de nos vies, il y a une conception sur ce que ça veut dire qu'être un être humain qui n'est jamais levée, jamais interrogée. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'interroger ça et de vous aider à que vous répondiez à cette question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un être humain pour vous? On ne pose jamais cette question, mais ça va déterminer toute notre existence. On ne vit pas de la même manière. Si je pense que ma vie, c'est de jouir le plus possible, si je pense que ma vie, c'est de m'amuser le plus possible, je ne vais pas vivre de la même manière que si je pense que ma vie, c'est d'accomplir quelque chose de mon humanité et d'essayer d'être heureux et d'essayer d'être au service de quelque chose de plus grand et d'essayer de répondre à la question de comment j'essaye d'aider l'humanité, vous voyez, par exemple. Donc ces questions-là, les gens disent « Oh, mais j'ai pas le temps de les poser ». Mais en fait, vous avez déjà... Tout le monde a répondu à ces questions, mais de manière mécanique. Et donc la philosophie dit « Hé, hé, mais pourquoi tu réponds pas à cette question? Elle est toute simple. » Quand je disais que la philosophie, au début, c'est poser des questions simples, que nous, on complique. On dit « Oh là là, je connais la réponse. » Et la philosophie dit « Ah ah, mais peut-être que tu connais pas. Tu n'as pas pris le temps d'y répondre. » Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est oser poser des questions. Ah, c'est ça. La deuxième grande question, c'est ne pas être intimidé et oser poser des questions. C'est ça la philosophie. Alors, j'avais envie de vous passer un extrait d'une émission de télévision. Alors, elle est un peu ancienne, elle est de, je crois, 1980, avec un philosophe qui s'appelait François Châtelet, que j'ai vu très furtivement au début de mes études de philosophie. Malheureusement, il est tombé malade et je n'ai pas été beaucoup son élève. Alors, c'est une émission tout à fait un peu stupéfiante. C'est des enfants qui demandent à François Châtelet, qui est vraiment un des grands philosophes de cette époque, de dire ce qu'est la philosophie. Et je vous laisse voir, c'est-à-dire, on va juste écouter 1 minute 30. Vous allez voir, c'est très court, mais je trouve que c'est parlant. Magnifique, non, c'est trop beau. Philosophe, tout le monde l'est un petit peu. Je trouve que c'était très touchant de voir ces enfants poser des questions avec beaucoup d'intérêt. Et c'est ça, la philosophie, c'est oser poser des questions. Donc c'est oser revenir à cet état d'enfance. C'est oser
oser mettre en question tout ce que les gens croient savoir. Et évidemment, le philosophe, un des philosophes cardinaux de l'histoire de la philosophie, enfin, ce qui est très impressionnant avec la philosophie, c'est qu'il n'y a pas tant de très très grands philosophes. Il y a des moments des philosophes qui viennent comme ça et qui changent absolument tout. Et Descartes est un philosophe monumental, considérable, qui change absolument tout. Tout est figé quand il naît. On a ce qu'on appelle la scolastique. Voilà, tout est l'Église a les réponses sur tout. On ne questionne plus rien. Voilà, c'est comme ça. Voilà la vérité. Au fond, c'est ça, la philosophie, c'est à un moment, on pose une question à ceux qui prétendent savoir la vérité de manière figée, fixe. Et Descartes décide de tout interroger. Et Descartes, c'est vraiment le renouveau de la philosophie. Il y a la philosophie grecque et puis il y a Descartes. Descartes, c'est le recommencement du grand mouvement de la philosophie. Il apparaît au XVIIe siècle. C'est un enfant tout à fait singulier. Il étudie au collège de la Flèche, qui est un grand collège jésuite. Il est très doué. Il est tout à fait singulier, sans doute très, très hypersensible, même si le mot n'est pas exactement comme ça à l'époque. Il a un régime de faveur, parce qu'il se lève plus tard que les autres de ses camarades. Les gens remarquent qu'il y a quelque chose de fort chez lui. Et puis, dans le discours de la méthode, il montre la nécessité de s'arrêter. Il veut absolument tout questionner. Il veut absolument mettre tout en doute. Et c'est ça, j'y reviendrai dans le cours, c'est ça l'expérience du cogito, je pense, donc je suis, vous avez peut-être entendu parler, mais c'est l'idée, mais fondamentale, c'est l'idée que c'est en questionnant, que c'est en revenant à ce que je sais, à ce que je sens, à mon interrogation, que je me libère. Que je me libère de toutes les formes de préjugés, de passion, de crainte et de superstition. Et au fond, la philosophie, c'est peut-être l'effort de sortir de la crainte, de la superstition, des préjugés, des passions, pour essayer d'arriver à quelque chose d'un peu plus solide. Hein, c'est ce que disait Châtelet à la fin de l'extrait que j'ai passé. La philosophie, ça pose des questions et ça tente de faire un discours un peu cohérent pour essayer de répondre aux questions, de formuler ce qui nous anime. Et en ce sens, oser poser des questions, c'est comprendre que questionner, c'est dire non. Au fond, philosopher, c'est dire non. Et pour ça, j'avais envie de vous lire un petit extrait d'un philosophe qui s'appelle Alain. Il dit « Penser, c'est dire non. Remarquez que le signe du oui est d'un homme qui s'endort. Au contraire, le réveil secoue la tête et dit non. Non à quoi? Au monde, aux tyrans, aux prêcheurs. » C'est très beau. Au monde, non au monde, à tout ce qu'on raconte. Au tyran, je lui dis non. Au prêcheur, à celui qui nous prêche la vérité et qu'on ne peut pas questionner. Ce n'est que l'apparence. En tous ces cas, c'est à elle-même que la pensée dit non. Elle rompt le re-acquiescement, elle se sépare d'elle-même, elle combat contre elle-même. Et je crois que c'est ça. Penser, c'est nier ce que l'on croit. C'est nier ce qui nous enferme. Et on peut le prendre... voilà. Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est juste une question de sentiment? Non. L'amour n'est pas une question que de sentiment. Ça parle de quelque chose de plus profond. Aimer quelqu'un, c'est pas juste le sentiment que j'éprouve pour lui, c'est avoir l'aspiration profonde qu'il soit ce qu'il est. C'est être heureux qu'il soit. C'est vouloir qu'il soit. La liberté, c'est faire tout ce qu'on veut. Je suis libre parce que je fais ce que je veux. Non. C'est pas parce que je fais ce que je veux que je suis libre. Si j'ai envie de me saouler tous les soirs, je le veux, je le choisis, mais je ne suis pas pour autant libre. Qu'est-ce que ça veut dire agir? C'est pas parce que je fais plein de choses que j'agis. Je peux courir toute la journée et pas au fond agir pour de bon. Qu'est-ce que ça veut donc dire agir? Vous voyez, la philosophie
Quand on ne comprend pas, les gens me disent, quand je parle un peu philosophiquement, les gens me disent « Ah mais tu joues sur les mots ». Ben non, je ne joue pas du tout sur les mots. J'essaye de dire non à ce qui semble évident, ça semble évident, mais en fait ça nous enferme. Ça nous enferme profondément. J'ai eu une amie qui me dit, elle vivait avec quelqu'un, ils se sont séparés, il est parti, elle me dit ah maintenant je me rends compte que je l'aime et qu'il me manque. Vous voyez, là il n'y a pas de définition de l'amour. Moi, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux dire? Et en fait, c'est pas que tu l'aimes. Il te manque parce qu'il est parti. Mais est-ce que ça veut dire que tu l'aimes? Alors, en creusant un peu, elle me dit bah oui, non, en fait, non. Mais parce qu'en fait, elle voulait rompre et tout. Donc elle veut, en fait, quand on n'a pas déterminé quoi que ce soit, on est dans le flou complet. Donc la philosophie, c'est prendre un moment pour juste essayer d'interroger, de poser des questions. Et c'est libérateur. Donc, pour reprendre ce qu'on a vu, d'abord, la philosophie, c'est comprendre que nos problèmes ne sont pas que psychologiques, mais philosophiques. Deuxièmement, la philosophie, c'est oser poser des questions et dire non à ce que tout le monde accepte sans le questionner et qui nous enferme très profondément dans notre quotidien le plus grand. La troisième question de la philosophie, c'est est-ce que la manière dont on parle s'adresse à moi? Alors moi, quand j'étais jeune, c'était la télévision et les institutions religieuses, par exemple. Ça parlait au nom de la vérité, mais au fond de moi, je sentais que ça ne s'adressait pas à moi. Et au fond, faire de la philosophie, et la philosophie, c'est sentir que c'est une parole qui est imposée, mais qui ne s'adresse pas à la singularité que je suis. Vous vous souvenez tout à l'heure, avec les deux mains, j'ai dit d'un côté, il y a mes déterminations, et de l'autre, la singularité, l'être que je suis, comme je suis, singulier, unique. Ben, au fond, c'est ça le point central. La philosophie, c'est que j'ai besoin d'une parole qui s'adresse à moi pour de bon. Est-ce que la parole de la télévision s'adresse à moi? La parole de la radio, elle s'adresse à moi? Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus ça, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que la fabrication des réseaux sociaux s'adresse à moi pour de bon? Ça semble que oui, puisque on m'envoie des messages selon mes affinités, selon ce que j'ai scrollé. Mais est-ce qu'en réalité, ça s'adresse à moi, à l'énigme de ma propre existence? Ben non. Au fond, c'est ça la philosophie. C'est ce qu'il y a une part. Est-ce que c'est possible un jour qu'une parole s'adresse à moi? Moi, voilà, je vous parle parce que ça aurait été impossible pour moi de vivre sans sentir qu'une parole s'adresse à moi. Et quand je lis de la philosophie, c'est d'abord ça qui se passe. Il y a une parole qui s'adresse à moi, à l'énigme d'être un être humain. Et c'est une parole qui s'adresse à moi pour deux raisons. C'est une parole qui est droite et c'est une parole qui m'enthousiasme. Je crois que c'est ça qui fait qu'une parole s'adresse à nous. D'abord, elle est droite. Et ça, c'est fondamental. C'est une parole qui est droite parce que c'est une parole qui essaye de dire la vérité. Et la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on assène, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Donc, quand on essaye de dire, mais c'est quoi la vérité de l'amour? On essaye ensemble de construire ça. Ce n'est pas moi qui sais ce qu'est la vérité. La philosophie ne dit pas. Elle nous invite à questionner ensemble pour essayer de mettre un peu plus au clair ce qu'est l'amour. Peut-être qu'elle ne va pas réussir à donner une définition, mais au moins elle va nous aider à sortir de quelque chose d'incroyablement confus. Or, le discours sur l'amour en général est incroyablement confus. Donc ça vaut la peine d'essayer d'être un peu plus au clair. Pas pour avoir une réponse, mais pour être plus au clair. Donc c'est une parole qui est droite, c'est une parole articulée, c'est une pensée qui tient, c'est une pensée logique. La philosophie a à avoir une pensée logique, une pensée construite, une pensée qui tient. Et dans le cours, on exposera qu'est-ce que ça veut dire une pensée droite, une pensée qui tient, une pensée construite, une pensée logique. C'est important. C'est important que les choses soient logiques. Et deuxièmement, elle est enthousiasmante. Pourquoi? Parce qu'elle répond à l'être humain que nous sommes. Elle répond à notre vocation profonde. Elle nous ramène à notre propre grandeur. Et c'est ça ce qui est complètement dingue. Vous verrez, dans le cours, nous allons lire quelques grands textes de Platon, de Descartes. D'abord Platon, Descartes, un peu Kant, mais surtout.
Et vous verrez, c'est complètement dingue. Un texte de Platon, qui est écrit il y a 2500 ans, 2600 ans, 2600 ans, ça c'est absolument présent. Ça nous parle. J'ai relu pas mal Platon pour préparer le cours. C'est complètement dingue. J'ai repris le Phèdre de Platon que j'ai lu. Enfin, vous ne pouvez pas voir, mais toutes les pages, aucune page ne tient. Elles sont toutes soulignées, elles sont toutes les couleurs. C'est souligné toutes les couleurs. Donc je l'ai relu. Je l'ai lu plein de fois. C'est comme si je le lisais pour la première fois. Et ça m'a mais estomaqué. Mais je me dis, mais comment c'est possible? À côté, je lisais le journal. C'est déjà dépassé. Ça ne me parle pas. C'est amusant, mais ça ne me parle pas. Là, d'un seul coup, je suis convoqué dans ce qu'il y a de plus grand en moi. C'est ça la philosophie. Quatrième question. Qu'est-ce qui rend vraiment heureux? Ça, c'est la question philosophique. Et là, je suis trop heureux. Voilà, si certains d'entre vous ne suivent pas le cours, au moins vous m'aurez entendu ce soir. Et je suis très content de rappeler ici, parce qu'aujourd'hui, les gens ont l'impression, quand je parle du bonheur, les gens ont l'impression que c'est un truc un peu bizarre. Gens, ah oui, c'est un truc du développement personnel, la philosophie. Je dis, vous avez le droit d'être ignorant, mais ignorant à ce point, c'est quand même un peu inquiétant, parce que la question du bonheur, c'est quand même la question de la philosophie depuis Socrate. La question de la philosophie, c'est qu'est-ce qui rend heureux? C'est vraiment la question fondamentale. Parce que déterminer qu'est-ce qui rend heureux, c'est conduire sa vie. Donc, je suis vraiment désolé, mais non, la question du bonheur n'est pas réservée aux grandes marques qui essayent de nous montrer qu'en achetant tel produit, on sera heureux, ou à des sornettes, mais la question du bonheur est la question philosophique, paraît essentielle. Alors, j'ai envie de vous passer un autre petit extrait de Camus, qui, je trouve, de manière tellement humaine, Camus est un philosophe que j'aime profondément, qui est tellement humain, dit des choses très profondes et très simples, vous allez voir, très bouleversantes sur ce que c'est le bonheur. C'est bouleversant, je l'ai souvent écouté, c'est toujours aussi bouleversant. Et là, c'est très bien, parce qu'on voit bien ce que c'est la philosophie, avec ce petit passage. On voit bien que la manière dont il ne cesse de dire non. Vous avez vu Camus. On dit que le bonheur, c'est un égoïsme, et il va montrer non. Le bonheur, au contraire, c'est la forme profonde de générosité. Et l'exemple tellement drôle de l'homme qui se sacrifie, parce que voilà, le sacrifice, ce serait moral, ce serait éthique, et donc au fond, le bonheur, ce serait immoral, ce serait égoïste, et il montre qu'au contraire, le sacrifice est insupportable et que la pauvre femme avait une vie à la rigueur satisfaisante et qu'elle est devenue infernale avec son mari qui se sacrifie. Donc, vous voyez, on voit bien que la philosophie ose dire non, poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être heureux et sortir des évidences, réouvrir. Voilà. Est-ce que ça ne fait pas un bien fou? Au fond, c'est ça la philosophie. Ça fait un bien fou parce que d'un seul coup, ça éclaire, ça dit quelque chose. Ah oui, mais ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Mais ce qui me semble important pour comprendre la question du bonheur, c'est de partir du début de l'intervention de Camus. Parce que c'est très intéressant. Au début, il dit « Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais du théâtre ?» Ma réponse va sembler naïve, simple, mais parce que ça me rend heureux. Et là, il touche la quintessence de la définition philosophique de la philosophie à partir d'Aristote. C'est-à-dire la grande idée d'Aristote. Mais on y reviendra puisque ce sera le deuxième cours sur le bonheur. Mais la grande idée du bonheur, selon Aristote, c'est ce qui rend heureux, c'est de faire ce qu'on sent qui est important pour nous, qui nous accomplit, qui est notre cheminement, qui est notre voie. Et c'est ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est de trouver son accomplissement. Alors évidemment, c'est très surprenant, puisqu'aujourd'hui, on a l'impression que le bonheur, c'est un état de non-frustration. Si je ne suis pas frustré, je suis heureux. Si j'ai ce que je veux, je suis heureux. Des fois, pour m'amuser, je dis au fond,
pour nous, le bonheur, c'est je suis au bord de la piscine, ma femme est toute bronzée, mince, dynamique, mes enfants courent pour faire leurs devoirs, il fait toujours beau, il ne pleut pas, il n'y a pas de sécheresse et il n'y a pas d'inondation, le temps est absolument parfait. C'est un truc complètement abstrait, irréel, qui n'existe jamais évidemment dans la vraie vie. Et au fond, c'est ça qui nous piège énormément. La philosophie est absolument libératrice en nous montrant, mais ce n'est pas du tout ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est d'aller au bout, c'est de répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'être un homme? La première question qui était le début du cours de la question de Kant. Qu'est-ce que c'est être un homme? Et c'est ça, au fond, auquel répond Camus. Qu'est-ce qu'être un homme? Pour lui, être un homme, c'est être heureux, c'est-à-dire manifester son humanité. Et pour lui, manifester son humanité, c'est en faisant du théâtre. Pour moi, c'est en enseignant la philosophie. Et chacun a une manière de toucher cet accomplissement qui rend heureux. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Alors, 5e question, quel est le désir qui m'habite? Parce qu'au fond, pour être soi, on va partir à la recherche d'un désir. Et ça, c'est le début ça, c'est aussi la clé de la philosophie. Ça, c'est vraiment fondamental. Pour nous, le désir est lié au manque. Si je désire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui me manque. Donc, c'est pas très bien. Au fond, il faudrait qu'on n'ait pas de désir, comme ça, on serait tout à fait tranquille. Et Platon, là, est absolument génial. Enfin, c'est complètement stupéfiant. Il est le premier à dire « Nous n'aurons jamais la Sophia, le savoir comme sagesse authentique. Nous ne l'aurons jamais. Nous ne pouvons qu'être philosophia, c'est-à-dire aimant, amoureux, désirant la sagesse. » Et chez lui, philia va devenir plutôt éros. Il va penser ça. Nous sommes animés, mais d'un désir ardent de savoir. Tout être humain est animé d'un désir profond de savoir, ce que témoignent les enfants. Et malheureusement, les adultes, le plus souvent, trahissent leur vocation, renoncent à leur humanité, en devenant un peu en renonçant. Et Platon essaye de montrer que ce désir profond, alors ça, il appelle Eros, on en parlera dans le cours, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est Eros, pourquoi Eros est un dieu, quel est ce dieu de la philosophie, pourquoi Platon dit que la philosophie c'est vraiment être marqué par Eros, pourquoi il dit tout le temps que Socrate est amoureux fou, que si on n'est pas amoureux on ne peut pas faire de philosophie, enfin, vous voyez, ça c'est vraiment... dans le Phèdre de Platon, Socrate dit « Je suis possédé par l'amour d'apprendre ». Et ça serait vraiment passionnant pour comprendre pourquoi la philosophie, c'est une possession. On est possédé. Il y a des formes de ravissement ou de transe au cœur de la philosophie. Et la plus importante de toutes les transes, c'est ce désir ardent de savoir. C'est extraordinaire. Le dialogue Le Phèdre que j'avais là, qui est un des premiers livres de philosophie que j'ai lu, Le Phèdre de Platon, c'est absolument extraordinaire. Il y a un type voilà, l'intellectuel qui passe à la télé, qui vient parler avec Socrate, et puis il dit, voilà, je vais vous la faire, moi, le mieux dans la vie, c'est d'aimer les gens qui ne vous aiment pas, parce que comme ça on est de sang-froid, je suis raisonnable, c'est ça la philosophie, je ne suis pas emporté. N'est-ce pas que c'est intelligent, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est intelligent? Alors Socrate dit, oui, d'accord, si vous voulez. Puis à un moment, il dit, mais je dis que des conneries, là. C'est pas du tout ça, la philosophie. Il dit, excusez-moi, mais là, vous avez beau passer à la télé, être très savant, tout ça. Mais non, au fond, la philosophie, c'est pas être de sang-froid et ne pas être saisi d'amour par quelque chose qui nous manque, mais au contraire, c'est brûler d'un amour incandescent. C'est sentir qu'il y a quelque chose qui nous manque, et parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque, on a envie de savoir davantage, on a envie de questionner, on a envie d'apprendre, on a envie de rencontrer, on a envie de parler, et que c'est ça la philosophie. Et c'est un texte absolument éblouissant, parce que là, je l'ai résumé en quelques secondes, mais Platon a un sens des effets, donc on est vraiment pris là au début avec
ce pédant, là, tout à fait pseudo-savant, et puis d'un seul coup, voilà, cet embrasement, et Socrate qui montre que ben non, je ne sais pas, je sais que je ne sais rien, c'est ça la posture philosophique, mais je sais que je ne sais rien, mais je suis transi du désir de savoir. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'amour, mais je comprends très bien que ce qu'on raconte sur l'amour, c'est des sornettes. C'est pas acceptable. Ça ne me permet pas d'aimer. Donc je veux questionner. Je ne supporte pas ce qu'on dit sur la justice. C'est pas à la hauteur. Donc je vais questionner. Je ne supporte pas ce qu'on dit sur la liberté. C'est pas à la hauteur. Donc je vais le questionner. Et c'est ça la philosophie. Et c'est libérateur. Et c'est tellement... C'est libérateur parce que c'est donner droit à l'enfant que nous étions. C'est donner droit à quelque chose qu'on sent, ça va pas. On sent tous, au fond, ça va pas. On nous dit ce qu'on doit faire, on nous dit ce que ça veut dire aimer, on nous dit ce que ça veut dire la liberté, on nous dit ce que... Et on sent que ça va pas. On sent que ça va pas. Platon, il a des très belles images. Il dit la philosophie, c'est comme s'il y avait des ailes, on sent, ça pousse. Ça pousse. On a des ailes qui veulent nous emporter, voyez, au ciel. On part de la terre et on va au ciel et on est emporté. Il y a des ailes qui nous poussent. Alors au début, c'est désagréable. Il y a des trucs qui poussent. Pourquoi je suis pas tranquille? Les gens croient que la philosophie c'est tranquille, mais ils ont jamais ouvert un livre de philosophie. Ça me gratte. Il y a quelque chose. Je sens que ça va pas. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on fait? On laisse les ailes pousser. C'est ça. Et c'est ça que je vous invite. Ça, le cours que je vais faire, c'est aider vos ailes à pousser. Et vous verrez pourquoi la philosophie a beaucoup à voir avec les mythes, que les mythes sont centrales à l'expérience de la philosophie. Donc j'espère vraiment que vous voyez que ce que je vous propose, c'est de découvrir comment prendre confiance dans votre capacité d'être philosophe. Parce que vous êtes tous déjà philosophes. Parce que, comme l'a dit, vous voyez, c'est pas que moi, comme l'a dit Châtelet, il y a en chacun d'entre nous une dimension philosophique fondamentale. Est-ce qu'on peut lui donner droit? Et c'est une vie beaucoup plus heureuse. Est-ce qu'on peut sortir des urgences qui nous bouffent la vie pour retrouver le goût de l'essentiel? Est-ce qu'on peut trouver le bonheur en acceptant de nous interroger et de sortir de cette illusion d'un bonheur complètement... comme dit Nietzsche, il dit le bonheur pour les gens, c'est les vaches dans un pré qui digèrent. Mais ils bougent pas, ils ont l'air d'être calmes, et les gens croient que c'est ça le bonheur. Non, c'est beaucoup plus exaltant que ça, le bonheur. Est-ce qu'on peut réveiller en nous le désir ardent d'être, de questionner et d'aimer? Est-ce qu'on peut faire la paix avec notre humanité? Est-ce qu'on peut arrêter d'être en guerre avec le fait qu'on est un être humain, qu'on est limité et qu'on est restreint? Voilà, c'est ça qui est pour moi l'expérience philosophique fondamentale. Et alors, peut-être vous verrez, tout est indiqué sur les différents cours, mais très rapidement. Le premier cours, on va voir qu'est-ce que c'est la philosophie et pourquoi elle a à voir avec, d'une part, l'étonnement. Pourquoi la philosophie est liée à l'étonnement et au questionnement. Pourquoi elle est une manière de sortir de la dictature sociale. Et là, je vais vous exposer le mythe de la caverne de Platon. Vous allez voir, c'est tellement profond. Et je vous propose une étude un peu singulière de l'allégorie de la caverne, qui permet vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est l'enfermement dans le mensonge social et comment devenir soi-même en s'ouvrant à un monde plus vrai et aussi plus aimant. Voilà, ça c'est le premier cours. Le deuxième cours, on va vraiment creuser la question qu'est-ce que c'est le bonheur? Là, on va vraiment... et comment trouver son chemin, trouver sa voie, qu'est-ce que ça veut dire? Le troisième cours, c'est comment devenir un peu plus libre? Et vous allez voir, là, c'est complètement dingue ce que nous dit la philosophie sur la liberté. Et comment devenir plus libre? On va voir des choses très concrètes. Dans tous les cours, on fera quelques petits exercices pour vous intégrer le renversement philosophique. Quatrième cours, comment être soi-même? Vous savez, la fameuse phrase de Socrate, « Connais-toi toi-même », qui est la phrase que Socrate lit à Delphes, qui est la parole du Dieu, et qui anime sa philosophie, « Connais-toi toi-même ». Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. Et c'est une phrase fondamentale. Et on va voir comment la philosophie nous permet de nous connaître nous-mêmes.
Et puis, nous verrons enfin, dans le dernier cours, comment la philosophie nous apprend à dire non à tout ce qui nous écrase, à tout ce qui nous emprisonne, à toutes ces formes de ce qu'on appelle un peu le nihilisme, tout ce qui va contre la vie. Et comment la philosophie ici, on verra surtout là, voilà, les grands philosophes du XXe siècle qui nous décrivent très précisément par où notre monde perd les forces de vie pour retrouver des forces de vie. Donc voilà un peu le cours, ce que je vous propose. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'entrer un peu dans la philosophie. Pour ceux qui suivent un peu mes cours, donc, il va y avoir 5 séances. Chaque cours est un peu comme aujourd'hui. Il y a un moment où vous pouvez poser vos questions. Et puis, il y a des fiches qui vous sont envoyées. Et puis, les textes que j'ai présentés vous seront envoyés. Donc, je pense que ça sera une... J'ai essayé de vraiment penser ça comme une sorte d'initiation. Vous verrez, on va étudier quelques-uns des grands textes de l'histoire de la philosophie. Je pense que vous allez voir comment c'est beaucoup plus limpide qu'on peut le croire. Et puis, vous les aurez. Et donc, voilà, j'ai pensé le cours à la fois comme une forme d'initiation, de présentation un peu de quelques-uns des grands fondements de la philosophie, mais aussi d'aller au cœur du questionnement de comment la philosophie essaye d'éclairer nos existences pour nous permettre voilà, d'être un peu plus heureux, un peu plus libres, un peu plus soi-même. Alors avant de clore, je vais quand même répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez envoyées et qui sont très belles. Alors il y a une question de Catherine. Comment la philosophie peut-elle répondre aux questions spécifiques à notre époque, par exemple interroger la puissance destructrice du système technicien, car une partie de ce qui nous arrive était totalement impensable à l'époque de Platon. Et ça sera le dernier cours. C'est ça que je vous ai dit, le dernier cours, on va repérer les forces de mort propres à notre temps. Et vous verrez, là je me baserai moins sur Platon que sur les philosophes du XXe siècle, vous verrez comment ils ont repéré avant tout le monde les dangers de la puissance destructrice du système technicien. C'est très bien dit. Quelles sont ces forces de mort de notre temps et qui vont contre la vie. Et on verra que toutes les époques ont cherché à voir, mais qu'est-ce qui empêche la vie ? Et évidemment, il faut faire ce travail-là. Vous avez absolument raison. On ne peut pas faire un cours de philosophie sans prendre le temps pour poser cette question. Il y a une question de Marion. Je ne sais pas si la promesse est très philosophique, mais qu'avez-vous constaté chez vos élèves à la suite de vos cours ? Je dirais, quand on suit un cours de philosophie, au sens où je l'entends, encore une fois, j'ai bien conscience que c'est voilà, un engagement singulier, je crois qu'on est ramené dans la vie. C'est vraiment tout simple. Mon expérience aussi à moi, quand j'allais au cours de philosophie, quand j'étais étudiant, chaque fois, j'avais l'impression que j'étais plus vivant. Et je dirais, c'est ça. Quand on fait de la philosophie, on se sent plus vivant. Et dans Réseau, vous savez, l'école que j'ai fondée, l'école de méditation, on a des cours de philosophie qui sont faits par un de mes amis philosophes. L'année dernière, il a fait un cours sur Platon. Je me souviens, donc j'assistais au cours. J'étais très heureux de redevenir élève. Et j'arrivais pas à dormir. Je rentrais à la maison, j'étais tellement exalté, jusqu'à 3h du matin, j'étais dans un état d'exaltation, tellement je chantais que de toucher quelque chose, une parole vraie. Voilà, on en a marre de cette parole qui a partout, qui est une parole frelatée, une parole répétée, une parole qui n'est pas habitée. D'un seul coup, une parole habitée, moi, ça me transporte. Donc je dirais que ça rend vivant. Et en rendant vivant, alors après, ça dépend de chacun. Il y en a, ils sont libérés du côté déprimé, du côté manque de confiance, du côté manque de joie, du côté découragé. Après, ça prend plein de formes différentes. Il y a une question de quelqu'un qui dit « Je suis des cours de philo, j'ai 62 ans, ces cours n'ont rien à voir avec votre présentation. Extraordinaire, merci. » Ben, je comprends. Trop souvent, la philosophie, c'est juste des connaissances. Et moi, j'en ai beaucoup souffert. Je vous ai dit, à la Sorbonne, j'ai cru que j'étais dans un état de grande détresse. C'était que l'apprentissage de référence. Donc moi, je pourrais vous dire, alors, Platon est né au VIe siècle, voilà, ses influences sont... Et le platonisme correspond à... Et puis voilà, vous allez tous vous emmerder, puis ça ne parle pas du tout de ça. Et puis Platon, ce n'est pas le platonisme, il y a quelque chose d'incandescent chez Platon. Il faut revenir au texte et à leur puissance. Les philosophes, c'est des gens complètement dingues. Ils sont habités d'un feu
d'un feu profond. Et si vous ne sentez pas le feu, ce n'est pas de la philosophie. Il y a quelqu'un qui a écrit « Est-ce qu'il y a une seule philosophie ? Comme je pense, donc je suis complètement dépassé. Le bonheur, c'est ne pas trop penser. » Mais là, c'est ce que vous voyez, là, on voit tout de suite. Henri, vous devriez suivre le cours, vous allez découvrir que je pense, donc je suis, c'est pas du tout trop penser. Que le je pense là, c'est pas je pense à n'importe quoi. C'est un je pense qui me rassemble. C'est un vrai je pense. C'est pas du tout la pensée je pense donc je suis, c'est-à-dire c'est la présence. C'est absolument extraordinaire. Vous allez voir, c'est une expérience spirituelle. Descartes est au cœur d'une des expériences spirituelles dans l'histoire de l'humanité qui est absolument formidable. Mais évidemment, les gens ont réduit ça à un truc complètement faux, mais c'est bouleversant, c'est absolument bouleversant. Et Colette dit « Je pense que c'est Sénèque et non pas Socrate qui a dit « Connais-toi toi-même ». Eh bien non, vous avez absolument tort, Colette. C'est absolument... D'abord, c'est Apollon qui a dit « Connais-toi toi-même », puisque c'est la phrase qui est marquée au temple de Delphes, et c'est évidemment Socrate. Sénèque n'est pas du tout en plus un très grand philosophe, mais c'est vraiment Socrate qui pose la question « Connais-toi toi-même » et montre que c'est la question philosophique fondamentale. Mais nous étudierons tout ça et nous verrons pourquoi Socrate pense que tant qu'on ne s'est pas posé, qu'on n'a pas fait cette interrogation « Connais-toi toi-même », qu'on n'est pas parti à la recherche de se connaître soi-même, on est incapable de gouverner sa vie et d'aider les autres êtres humains. Et vous allez voir, je crois que c'est une leçon lumineuse. Allez, j'ai assez parlé, je vous embrasse, mais j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.